Salutations chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir et je vous remercie d'être abonnés, de commenter, partager, liker, vous me propulsez et ça je vous en suis reconnaissant. Aujourd'hui, 12e émission sur la guerre ouverte contre les peuples et nous entamons le sujet de la publicité. La France fut, de tous les États industrialisés, l'un des plus critiques à l'encontre de la publicité jugée tour à tour inutile, immorale, abétissante et uniformisatrice. Or, malgré ces résistances, en moins de 2 siècles, ce mode de communication a inondé les médias de slogans et d'images, envahi nos espaces géographiques, sonores et mentaux. Aujourd'hui, avec les productions de contenu sur Internet, les utilisateurs producteurs de contenu des réseaux sociaux comme YouTube, TikTok sont devenus des panneaux publicitaires. Certains par la monétisation de leurs vidéos et de leurs posts, et pour d'autres par leur partenariat avec des marques pour en faire la promotion, ce qui est plus rentable pour ces influenceurs. La publicité vise à la conviction des masses dans une logique de consommation. Elle tend à éveiller des besoins liés à des désirs inconscients. La société de consommation pousse les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin mais dont ils ont envie, utilisant les sciences cognitives à nouveau à travers le neuromarketing. Voici ce qu'écrivit Aldous Huxley dans son ouvrage Retour au meilleur des mondes, pages 72 à 74. Je cite. Un autre symbole démesurément fascinant, c'est la publicité chantée. Les airs ont tendance à se graver dans l'esprit de l'auditeur qu'ils peuvent hanter une vie durant. Mais mettez les paroles sur un air entraînant et facile à retenir, aussitôt elles acquièrent une puissance étonnante et qui plus est, elles tendront à se répéter automatiquement chaque fois que la mélodie sera entendue ou spontanément remémorée. Orphée a fait alliance avec Pavlov, la puissance des sons avec le réflexe conditionné. Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes sont extrêmement sensibles à la propagande. Ignorants du monde et de ses usages, ils sont absolument sans méfiance. Leur esprit critique n'est pas encore développé. Les plus petits n'ont pas atteint l'âge de raison et les plus âgés n'ont pas acquis l'expérience sur laquelle leur faculté de raisonnement, nouvellement découverte, pourrait s'exercer. Dans mon enfance, on nous apprenait à chanter de petites rengaines sans grand sens ou, dans les familles pieuses, des cantiques. Aujourd'hui, les petits gazouillent de la publicité chantée. Fin de citation. À la fin du XXe siècle, diverses sociétés commerciales ont soutenu financièrement de nombreux travaux utilisant l'encéphalographie et d'autres outils de neurophysiologie pour développer le marketing grâce à une meilleure compréhension des réponses comportementales inconscientes face à la publicité ou encore aux programmes télévisuels par exemple. Le mot neuromarketing apparaît pour la première fois dans le titre d'une publication scientifique mi-2007 quand Lee, Broderick et Chamberlain, et également Fuguet, presque en même temps, publient 2 articles sur le sujet, respectivement dans l'International Journal of Psychophysiology et dans le Journal of Consumer Marketing. L'utilisation publique du mot neuromarketing semble dater de 2002, d'une part par Smith dans un discours inaugural à l'Institut de gestion Erasmus et d'autre part outre-Atlantique, dans un communiqué de presse de l'Institut Brighthouse Institute for Thought Science, vous m'excuserez pour mon anglais, et cet institut est basé à Atlanta, qui après avoir testé en IRM, imagerie par résonance magnétique, les réponses cérébrales de volontaires face à des aliments, des publicités, des modèles de voitures et d'autres catégories de sujets, annonçait mettre en place une entreprise baptisée Brighthouse Neurostratégie, utilisant l'IRMF au service de la recherche sur le marketing. L'IRMF, c'est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et je cite une personne qui nous expliquait dans un communiqué, il s'appelle Brian Hankin, président de Sox Science, qui nous disait « Imaginez être en mesure d'observer et de quantifier la véritable réponse d'un consommateur à quelque chose sans l'influence de la pensée de groupe ni d'autres préjugés qui affaiblissent les approches de recherche actuelles. Selon l'entreprise, le neuromarketing allait permettre au marketing d'être plus performant, mais aussi permettre de mieux comprendre pourquoi les campagnes utiles contre le tabac, l'alcool ou encore d'autres drogues étaient si peu efficaces. Divers acteurs, et en particulier l'organisation de consommateurs américaine commerciale Alert,
ont immédiatement reproché à cette entreprise de mettre des moyens non éthiques au service de la publicité, en particulier pour les entreprises de la malbouffe et avec un conflit d'intérêts avec l'université Emory, qui était à l'origine de cette division commerciale nouvelle avec au moins un professeur de psychiatrie et la mobilisation du matériel de l'université. Et ils ont rapidement, ce groupe-là, demandé au Bureau fédéral de la protection de la recherche humaine, puis au Sénat américain, d'enquêter sur les recherches de Bright House. Le site web de Bright House Neurostratégie a été rapidement fermé. Les défenseurs des consommateurs craignent que les entreprises utilisent l'IRMF pour affiner des campagnes de marketing toujours plus insidieusement efficaces. En 2004, le directeur exécutif de Commercial Alert, un groupe cofondé par Ralph Nader, a envoyé une lettre aux membres du comité du Sénat américain qui supervise le commerce interétatique, notant que les spécialistes du marketing utilisaient l'IRMF non pas pour guérir les malades, mais plutôt pour sonder la psyché humaine dans le but de l'influencer. Le neuromarketing présente deux types d'applications. Premièrement, on a l'application des connaissances sur le fonctionnement cérébral pour rendre plus efficace la communication, quel que soit son format, papier, audiovisuel, etc., et son but, publicité ou à titre informatif, et compagnie. Ceci vise à améliorer les caractéristiques soit de l'outil, soit de sa diffusion, ce qui est nommé neuroplanning. Le deuxième type d'application, c'est une utilisation d'outils de mesure de l'activité cérébrale, par exemple l'électroencéphalographie, EEG, l'IRM fonctionnel, que nous avons vu sous IRMF, l'IRM de diffusion, l'imagerie spectroscopique proche infrarouge, ou encore l'intérêt d'utiliser des outils pour mesurer l'activité physiologique, comme la conductance cutanée, l'électromyographie ou encore l'oculométrie, mesure psychophysique, comme par exemple la dilatation pupillaire, etc. Dans une visée toujours marketing. Ces outils permettraient par exemple de mesurer les niveaux d'attention et d'émotion et générer un retour. C'est-à-dire que les mesures des niveaux d'attention et d'émotion sont générées par des spots publicitaires et ça permet d'éviter certaines limites des méthodes dites déclaratives basées sur l'interrogation du consommateur. Vous en avez pensé quoi, etc. Là, on n'est plus seulement sur un ressenti, mais on va au fond de la biologie, dans le cerveau, etc. On a deux modèles. On a donc en A, l'avantage de l'électroencéphalographie, qui elle tient à sa portabilité et à sa précision temporelle, qui permet de suivre l'activation cérébrale tout au long de la publicité, sa faible précision spatiale ainsi que son impossibilité d'enregistrer des régions profondes du cerveau sont les limites dans son utilisation. Par contre, l'IRMF, dont on parlait, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, permet d'observer l'ensemble des zones du cerveau susceptibles d'être activées avec en plus une très grande précision anatomique de l'ordre du millimètre. Ces limites se situent au niveau de la précision temporelle et de l'impossibilité d'effectuer des mesures dans un environnement réel, par exemple sur les lieux d'achat. Le Center for Digital Democracy, CDD. Non, pas le contrat à durée déterminée, mais bien le Center for Digital Democracy. Ont largement critiqué le neuromarketing en raison de son caractère invasif et des problèmes d'éthique qu'il pose. Jeff Chester, le directeur exécutif de l'organisation, affirme que le neuromarketing, je le cite, a un effet sur les individus, effet dont l'individu n'est pas informé. Fin de citation. L'objectif recherché est évidemment d'augmenter la consommation citoyenne en ne considérant toutefois plus sa capacité de jugement, mais sa réceptivité à un stimulus, lui retirant ainsi la rationalité de ses besoins. Utiliser la recherche neuronale dans le but d'influencer les choix des consommateurs est donc comparable à une forme de manipulation mentale plus poussée que les publicités conventionnelles et que dire du neuromarketing amoureux avec tous ces débordements. Certains chercheurs, comme Didier Courbet, ont également porté la critique à deux niveaux. Premièrement, l'utilité concrète du neuromarketing pour les entreprises resterait très limitée. Deuxièmement, le neuromarketing et les organisations commerciales qui l'utilisent cherchent à influencer sans que les citoyens en aient conscience. Les désirs en amont de l'achat cherchent de facto à réduire leur liberté de choix. Or, si les sociétés se veulent démocratiques, les citoyens se doivent d'être informés des tentatives de manipulation, notamment via les médias de masse dont ils font l'objet.
L'usage même du neuromarketing devrait donc être soumis à un large débat public et démocratique plutôt que d'être utilisé en catimini par de grands groupes industriels et commerciaux dans le but d'accroître leurs profits en réduisant la liberté de choix des consommateurs. Le neuromarketing place indéniablement l'homme de la rue dans la situation d'un animal de laboratoire et ce constat à lui seul est de nature à faire réfléchir. La propagande, quant à elle, vise au contrôle de la société, à éradiquer toute forme de représentation sociale et politique qui ne cadre pas avec les énoncés du discours du pouvoir en place. La propagande, comme la publicité, se base sur des études sociologiques, psychologiques, voire même psychiatriques, pour manipuler l'inconscient, les désirs refoulés, les réflexes des individus ou des foules. En démocratie, l'opinion publique peut être manipulée par les autorités qui imposent leur imaginaire, leur code, leurs priorités, leur sens de l'histoire. Elles estiment qu'une minorité d'hommes intelligents et responsables doit diriger la masse incapable de juger correctement les affaires publiques, car elle est dirigée par des forces irrationnelles, inconscientes, des pulsions animales. Des glissements sémantiques introduisent un certain vocabulaire qui n'est pas innocent, pour décharger certaines expressions de leur contenu émotionnel et les vider de leur sens, ou manient l'euphémisme ou la dissimulation. Quelques exemples. Frappe aérienne pour des bombardements, dommages collatéraux pour des victimes civiles, solidarité pour les impôts, intervention humanitaire préventive pour en réalité une expédition militaire, ce que George Orwell nomme la novlangue. On accorde des étiquettes péjoratives à un nom, à un personnage ou un groupe de façon à évoquer des images négatives. Les médias faisant en sorte que fake news soit associé au complotisme, faisant un cocktail nauséabond en mélangeant complot avéré, théorie du complot, idéologie sous le seul terme de complotisme. La propagande privilégie les mots d'ordre clair, les notions simples, les solutions évidentes faisant appel à l'émotion plutôt qu'à la raison. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance qu'une vraie idée, qu'une idée qui est vraie mais complexe. Le message est répété afin de mieux le marteler. C'est pour ça que je vous invite, après avoir utilisé votre audition et votre vision, à toujours passer par la réflexion, ce qui évite de rester bloqué sur l'émotion. D'ailleurs, ceux qui veulent faire taire l'opposition utilisent des explications comme le millefeuille argumentatif pour discréditer tout ce qui va contre leur vision. Mais ne vaut-il pas mieux 10 arguments dans une conversation plutôt qu'un vide sidéral pour répondre à ceux qui parlent du millefeuille argumentatif? C'est là qu'on comprend que de plus en plus l'idiocratie se met en place où l'ignorance devient gage de connaissance. Et je n'aurais pas faire partie de ceux qui ont lancé les paris. Et ce que je propose à ce moment-là, c'est que la prochaine fois, on voit la censure. Comme ça reste digeste pour aujourd'hui. Et ça sera donc sur 1789 et bien après. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Mais bon, l'ordre établi par ces lois semble avoir modifié ses droits. La ferme des animaux bis repetita. Les cochons se sont emparés quelque part de nos institutions et viennent tout dégueulasser, la braderie de nos droits pendant qu'ils feront la broderie de leurs lois. C'est ce qu'on verra. Je vous remercie de m'avoir prêté votre écoute et je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir. Allez, bonne journée.